Passons aux exercices de niveau 2. Commençons par l'exercice numéro 31 où il est question de déterminer la nature de la série de termes générales sinus de pi racine de n carré plus x carré. Alors déjà pour commencer, si on regarde le tableau récapitulatif de la nature des termes généraux de série, deux problèmes se posent. Déjà, on est incapable de savoir comme ça directement si le terme général tend vers 0. Et deux, on sait bien que sinus n'est en général pas une expression de signe constant, donc on sera probablement sur un terme qui ne va pas être de signe constant. Donc, moralité, pour pouvoir déterminer si le terme général tend oui ou non vers 0, et ensuite étudier la série si le terme général n'est pas de signe constant, on est assez naturellement vers le développement asymptotique du terme général jusqu'à un terme de signe constant et ou absolument convergent. Là, ça paraît assez naturel d'emprunter cette voie-là, sachant que la réponse à cette question nous permettra de répondre aux deux questions qui sont ici et la nature de la série. Donc là, on va pouvoir conclure dans tous les cas si on est capable de réaliser ce développement asymptotique du terme général. Bon, alors pour ça, on va charger la librairie développement asymptotique d'un terme général. On sait déjà qu'on va s'occuper des termes les plus à l'intérieur. Le terme qui dépend de n le plus à l'intérieur et qui est susceptible d'être développé, eh bien c'est racine de n carré plus x carré. Donc c'est ce terme-là qu'on va développer. On sait que dans une puissance comme dans un logarithme, il est indispensable de factoriser le terme dominant, et parce que les puissances sont multiplicatives. Donc on va récupérer racine de n carré multiplié par racine de 1 plus x carré sur n carré. Comme la racine de n carré, c'est sa valeur absolue et que n est un entier, donc on va juste récupérer n, facteur de 1 plus x carré sur n carré, ceci à la puissance 1,5. Donc on est donc confronté à un développement classique, c'est le développement limité de 1 plus u à la puissance 1,5, ou de racine de 1 plus u, au voisinage de 0, puisque u va être égal à x carré sur n carré, est une quantité qui tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc là, on va développer ce terme-là, on va récupérer 1 plus alpha u, donc ici plus 1,5 de u, plus alpha facteur de alpha moins 1 sur 2. Alpha facteur de alpha moins 1, ça fait moins 1 quart sur 2, ça fait moins 1 huitième, donc on obtient moins u carré sur 8, plus, on verra bien, selon ce qu'on va récupérer dans les calculs. Donc cette racine, ça va donc nous donner le facteur n multiplié par donc 1, plus 1,5 de u. 1,5 de u, ça va me faire donc x carré sur 2n carré. Donc après multiplication par n, on a un terme de la forme 1 sur n. On est loin d'un terme absolument convergent, puisque là on est sur des séries de Riemann. Et les séries de Riemann sont des séries convergentes lorsque l'exposant est strictement plus grand que 1. Donc il va falloir aller chercher le terme d'après. Or le terme d'après, si on remplace ici u par x carré sur n carré, on va récupérer du x à la puissance 4 sur n à la puissance 4, c'est-à-dire un terme dominé par 1 sur n à la puissance 4. Ce qui semble suffisant pour conclure, puisque si vous avez ici un terme dominé par 1 sur n à la puissance 4, donc un grand taux de 1 sur n à la puissance 4, la multiplication par n nous donne un terme qui est un grand taux de 1 sur n 3, qui est encore le terme général d'une série absolument convergente. Donc, a priori, on a l'air d'être bon. On n'est peut-être pas à l'abri d'une mauvaise surprise, mais ça a l'air d'être quand même pas mal. Donc là, on va récupérer, après simplification des termes, plus un grand taux de 1 sur n 3 dans le calcul. Bon, alors il ne nous reste plus qu'à multiplier par pi et appliquer le sinus à la relation obtenue. Donc on obtient que sinus de pi multiplié par la racine de n carré plus x carré va donc être égal à npi. Alors pardon, sinus de npi. Je vais écrire le sinus ici. Sinus de npi. Donc plus, quand on multiplie ici par pi, on va récupérer x carré fois pi sur 2n, plus un terme dominé par 1 sur n cube. On constate ici qu'on est face à un sinus de npi. Quand vous rajoutez pi à chaque membre, vous allez juste changer le signe de votre expression. Effectivement, si vous faites un cercle trigonométrique,
vous faites un petit cercle trigo pour voir un petit peu ce qui se passe. Si vous prenez un angle θ, si vous prenez un angle θ ici, voilà, hop, donc voilà votre angle θ pris dans le sens, ici vous avez θ plus pi, donc qui a un sinus qui va être opposé à celui-ci. Si vous refaites un tour de 2π, vous allez récupérer θ plus 2π qui a le même sinus que celui-ci. Si vous refaites un tour de sinus 2π, vous allez récupérer sinus 3π qui a un sinus opposé. Donc on voit qu'on obtient sinus θ quand le nombre de tours est pair et sinus de moins θ quand le nombre de tours est impair. Donc on va bien récupérer moins 1 puissance n multiplié par sinus de pi carré pi sur 2n plus un terme dominé par 1 sur n cube lorsque n tend vers l'infini. Donc en fait là on vient d'utiliser une formule qu'on peut énoncer de façon générale, c'est que sinus de θ plus nπ est en fait égal à moins 1 puissance n fois le sinus de θ. Donc faire des rotations, des demi-tours, change le signe de sinus à chaque étape. Alors il nous reste maintenant à développer le terme qui est dans le sinus. Donc là on va utiliser le développement limité de sinus de u lorsque u tend vers 0. Effectivement c'est bien possible parce que ce terme-là tend vers 0. D'ailleurs je vais tout de suite poser ce terme. U ça va être égal donc à x carré pi sur 2n plus un terme dominé par 1 sur n cube. Remarquez, on pourrait se contenter d'un terme dominé par 1 sur n carré, qui est toujours le terme général d'une série absolument convergente. Et comme on sait qu'on amoindrit la précision en faisant ça, je vais remplacer ici ma précision par un grand O de 1 sur n carré. Je m'aperçois déjà que le terme d'ordre 2, là, c'est déjà le carré de ce terme-là, qui est déjà la forme d'une constante multipliée par 1 sur n carré. C'est donc un terme qui est déjà bien un grand O de 1 sur n carré. Donc c'est pas la peine d'aller au-delà de l'ordre 2, puisqu'on obtient que sinus u plus un grand O de u carré, donc au voisinage de 0. Ce qui va donc me permettre de dire que là on obtient moins 1 puissance n, multiplié par, alors u ici, c'est donc x carré fois pi sur 2n, plus moins 1 puissance n multiplié par un grand O de 1 sur n carré. Alors là, vous pouvez avoir un doute légitime sur ça devient quoi ça? Un grand O de 1 sur n carré, le cours, c'est une suite bornée sur n carré, où la suite epsilon n est bornée. Donc vous vous demandez ce qui se passe quand on multiplie cette suite par moins 1 puissance n. La suite moins 1 puissance n est bornée, cette suite est bornée. Si vous prenez la valeur absolue de ce terme-là, c'est égal à la valeur absolue de epsilon n, qui est majorée par une constante qui ne dépend pas de n. Donc ce terme-là est encore un grand O de 1 sur n carré. Donc multiplier un grand O de 1 sur n carré par moins 1 puissance n nous donne encore un grand O de 1 sur n carré. Donc qu'est-ce qu'on vient de démontrer là sur le terme général? On vient de démontrer que notre terme général, appelons-le un, va donc être égal à x carré pi multiplié par moins 1 puissance n sur n, plus un terme à n, où le terme à n est donc un grand O de 1 sur n carré. Bon, on va pouvoir maintenant examiner avec précision la nature de cette série, puisqu'on a réalisé l'arme absolue. L'arme absolue, c'est d'avoir un développement asymptotique jusqu'à un terme absolument convergent. Alors là, je vous assure que c'est gagné, puisque la série de termes général moins 1 puissance n sur n. Cette série-là est une série qui est convergente en vertu du critère spécial sur les séries alternées. En effet, 1 sur n est un terme qui est décroissant et qui tend vers 0, donc on peut appliquer ce critère spécial sur les séries alternées. En multipliant le terme général de cette série par un nombre qui ne dépend pas de n, vous ne changez pas la nature de cette série, vous obtenez donc une série qui est convergente. Donc cette série-là, elle est également convergente. On sait aussi que la série de termes général AN est convergente, puisque c'est une série qui est même mieux que convergente, elle est même absolument convergente, puisqu'elle est dominée par une série de Riemann convergente. Or, on sait qu'en additionnant les termes généraux de deux séries convergentes, on obtient une série convergente. Donc vous obtenez que la série de termes général UN est convergente. Donc contre toute attente, on pouvait s'attendre à une série difficile à étudier.
Bah, contre toute attente, on voit qu'un simple développement asymptotique, qui d'ailleurs n'a jamais excédé des compositions avec des développements limités à des ordres plus grands que 2, hein, un simple développement asymptotique a permis de découper le terme général en séries de Riemann ou Riemann alternés, dont on connaissait la nature via les séries de référence ou le critère spécial sur les séries alternées. C'est donc terminé pour l'exercice numéro 31. Exercice numéro 42, il est question d'étudier la nature d'une suite définie par ce terme général, puis d'étudier la nature du terme général, la suite qui est définie ici. Alors, dans un premier temps, on va étudier la suite qui a ce terme général, et on va déjà, vu la nature de cet objet, essayer de décrire un petit peu à quoi ça ressemble. Déjà, la suite UN, elle est très multiplicative puisqu'il s'agit d'un produit de termes. Quand on a une expression très multiplicative comme ça, on doit avoir juste une envie, c'est de linéariser l'expression pour se ramener à un problème plus facile à étudier, et en général, les problèmes de somme sont plus faciles à étudier. Donc moi, j'aurais vraiment envie d'appliquer la fonction logarithme à cette expression-là. Néanmoins, pour pouvoir appliquer la fonction logarithme, il faut s'assurer que les termes auxquels on va appliquer logarithme sont évidemment strictement positifs pour que la fonction logarithme y soit définie. Donc je vais déjà m'intéresser à déterminer le signe de terme de la forme 2 moins exponentielle de 1 sur k lorsque k est supérieur ou égal à 2. On va déjà examiner le signe de ces termes-là. Alors pour ça, on va déjà regarder comment se confine k. K, il est compris entre 2 et n. Donc on va déjà pouvoir dire que 1 sur k est un nombre qui va être déjà majoré par 1/2, et il va être strictement positif, hein, sans l'ombre d'un doute. Donc on peut même y mettre une inégalité stricte ici. Donc si vous appliquez l'exponentielle à cette relation, vous allez récupérer que exponentielle de 0 est strictement plus petit que exponentielle de 1 sur k, qui lui-même est strictement plus petit que exponentielle de 1/2. Et si vous appliquez la fonction 2 moins x à cette relation-là, donc on va récupérer que quel que soit k compris dans l'intervalle d'entier de n, donc ce qui nous intéresse ici, avec évidemment n supérieur ou égal à 2, on va récupérer que 2 moins exponentielle de 1 sur k va être, alors ici par contre il y a une inégalité large, va être supérieur ou égal à 2 moins exponentielle de 1/2, et va être strictement plus petit que 2 moins exponentielle de 0, c'est-à-dire strictement plus petit que 1. Donc le signe de ces termes-là, il est simplement donné par le signe du terme qui est ici. Alors pour pouvoir comparer ces deux termes, moi j'affirme que le terme qui est là, il est strictement plus grand que le terme qui est là, je l'affirme. Pour le démontrer, je vais passer cette inégalité au carré, c'est des nombres qui sont positifs. Donc ça revient à dire que ce nombre-là, enfin cette inégalité est satisfaite si et seulement si cette inégalité est satisfaite. Or, il est bien connu que 4 est strictement plus grand que E, puisque E c'est environ 2,7 par défaut. Donc on va récupérer qu'effectivement 2 moins exponentielle de 1/2 est bien un terme qui est strictement positif. Ce qui assure donc que tous ces termes sont strictement positifs, ce qui garantit que je peux appliquer la fonction logarithme à cette expression. Donc je vais m'empresser de calculer le logarithme de UN pour me ramener à un problème de somme. Donc on va récupérer la somme pour k variant de 2 à n de logarithme de 2 moins exponentielle de 1 sur k. On va maintenant regarder l'effet de la multiplication de la composition par la fonction logarithme. L'effet, c'est qu'on s'est ramené à une somme. Ok, mais quel genre de somme? Mais c'est la suite des sommes partielles d'une série. Ce qu'on a là, c'est la suite des sommes partielles. Alors, toujours regarder ce qu'on manipule pour voir dans quel cadre on peut l'étudier. C'est la suite des sommes partielles de la série de termes général, eh bien ln de 2 moins exponentielle 1 sur n, où n est un nombre supérieur ou égal à 2. Donc on va maintenant étudier ceci, cette suite des sommes partielles, à travers une série, puisque trouver la nature de la suite des sommes partielles, c'est trouver la nature de la série. Donc plutôt qu'étudier la suite des sommes partielles ici, je vais me ramener à l'étude d'une série, puisque pour l'étude d'une série, on a des critères très efficaces qui portent sur le terme général.
Donc on s'interroge tout naturellement sur la nature de la série qui a ce terme général. Donc on va étudier sa nature. Pour pouvoir étudier sa nature, on a besoin de savoir s'il s'agit d'une série à terme positif. Mais on a déjà vu ici que le terme était strictement plus petit que 1, donc le terme va être strictement négatif, donc a priori, le terme général est de signe constant. Il est strictement négatif, mais de signe constant. Ce qui pourrait être intéressant, donc, c'est de récupérer un équivalent, puisque comme il est de signe constant, le critère d'équivalence, il s'appliquera avec la série des opposés. Donc je vais en chercher un équivalent. Pour en chercher un équivalent, je vais développer le terme qui est dans le terme général, là. Donc on va développer le terme qui est dans l'exponentielle. Ça va se développer en 2 moins. Alors en composant avec le développement d'exponentielle, je vais récupérer 1 moins 1 sur 2n. Le terme suivant, soit je l'écris comme un petit o de 1 sur n, soit je l'écris comme un grand o de 1 sur n carré. Je préfère l'écrire comme ça. C'est le terme général d'une série absolument convergente. Pourquoi s'en priver? Ça ne fait pas un calcul de plus. Ça va donc me donner du ln de 1 moins 1 sur 2n plus un terme dominé par 1 sur n carré. Et là, je vais pouvoir composer avec le développement de ln de 1 plus u. Le développement de ln de 1 plus u qui est égal à u. Là, déjà le premier terme qui est bien un terme qui tend vers 0. Donc moins 1 sur 2n, plus le terme d'après, c'est un terme de la forme alpha sur n carré, donc plus un grand O de 1 sur n carré. Donc là, on peut utiliser ce développement sous cette forme-là lorsque vous êtes au voisinage de 0. Donc c'est ce développement que j'ai étudié au voisinage de 0, et ce terme-là tendait bien vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc voilà le développement qu'on a réussi à récupérer de notre terme général. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un 2n là. Pas de 2n, je ne sais pas pourquoi. J'imaginais que j'avais une factorisation par 2. Donc là, non, c'est juste moins 1 sur n plus un grand O de 1 sur n carré. Donc voilà ce qu'on peut récupérer. À partir de là, vous pouvez dire donc l'opposé du terme général de notre série est donc équivalent à 1 sur n, puisque le terme qui est là, il est négligeable devant 1 sur n. Donc vous pouvez dire que le terme général ici est positif à partir d'un certain rang. On a montré qu'il était toujours positif, puisqu'il est équivalent au terme général d'une série positive. Mais bon, il est toujours positif, puisqu'on a vu que le terme étant compris entre 0 et 1, le log étant strictement négatif, son opposé est strictement positif. On peut donc appliquer les critères sur les séries à terme positif, puisqu'on sait que la série de termes général 1 sur n est une série divergente. Donc on obtient que la série de termes général moins ln de 2 moins exponentielle de 1 sur n est une série de termes général divergents. Donc la série de ces opposés, cette série-là, est une série divergente. Mais c'est une série divergente à terme positif, je vous rappelle, négatif. Je vous rappelle qu'on l'a démontré. Une série divergente à terme négatif, la suite de ces sommes partielles diverge nécessairement vers moins l'infini. Puisque là, on a une série à terme positif, donc la suite de ces sommes partielles diverge vers plus l'infini. Donc la série des opposés va tendre vers moins l'infini. Donc, on récupère que la suite ln de un, comme c'est la suite des sommes partielles d'une série divergente à terme négatif, elle va donc diverger vers moins l'infini lorsque n tend vers l'infini. Si vous récupérez un en composant avec la fonction exponentielle, on récupère que un, c'est exponentielle de ln de un. L'exponentielle est donc composée avec un terme qui tend vers moins l'infini. Donc on va récupérer une suite qui converge vers 0. Donc on a a priori une suite qui est convergente vers 0. C'est le résultat de la première question. Mais si vous prenez un petit peu attention à ce qu'on a fait, je pense que là on a fait d'une pierre deux coups. On a montré la nature de la suite et on n'est pas loin d'obtenir la nature de la série. Je m'explique. Ici, regardez ce qu'on a obtenu. On a obtenu un développement asymptotique du terme général de cette série jusqu'à un terme absolument convergent. Donc ce qu'on a récupéré, nous, c'est que ln de 2 moins exponentielle de 1 sur k est égal à moins 1 sur k plus une suite
que je vais appeler AK, dont on sait qu'elle est dominée par 1 sur K carré. Donc, par critère de comparaison, c'est une série absolument convergente. Si je calcule la suite des sommes partielles, c'est-à-dire si je calcule plus précisément ce que c'est que ln de un avec l'expression qu'on a obtenue, on va récupérer quoi? On va récupérer que ln de un, c'est la somme pour k variant de 2 à n de ce terme-là. Donc ça va être, je vais l'écrire avec hn. Alors c'est pas tout à fait hn puisqu'il va manquer le terme moins 1. Le terme moins 1, je le rajoute et je l'enlève. Donc c'est moins hn plus 1 plus la somme partielle d'une série convergente. Donc plus la suite des sommes partielles d'une série convergente que je peux écrire sous la forme d'une suite Vn, où je sais que la suite Vn, je l'écris un peu plus explicitement, hein, la suite Vn c'est la somme pour k variant entre 2 et n des ak, qui est une suite convergente, puisque ici vous avez la suite des sommes partielles d'une série qui est absolument convergente. Donc je vais supposer que cette série elle converge vers, convergente vers une limite que je vais appeler L1 dans un premier temps. Si vous regardez bien là, vous avez récupéré un développement de ln de un jusqu'à un terme qui converge. Pourquoi? Parce que votre ln de un, on va pouvoir l'écrire sous la forme du développement de Hn, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Hn, on a dit que c'était ln de n plus gamma, donc ici moins gamma, plus 1 plus L1, plus un terme qui tend vers 0. Donc là, on a réussi à développer ln de n jusqu'à un terme qui tend vers 0. Et ça, c'est justement ce dont on a besoin pour passer à l'exponentielle dans de bonnes conditions. Effectivement, si vous appliquez l'exponentielle à cette relation, vous allez récupérer quoi? Vous allez récupérer donc l'exponentielle de ce nombre-là, donc un nombre qu'on ne connaît pas du tout, mais on s'en fout. Ça ne sera probablement pas la clé. Multiplié par exponentielle de moins ln de n, c'est-à-dire exponentielle de 1 sur n, c'est-à-dire 1 sur n, multiplié par exponentielle d'un petit o de 1. Mais l'exponentielle d'un petit o de 1, c'est un terme qui tend vers 0. Donc ceci me dit que mon terme général, il va donc être équivalent à un nombre grand K, qui est cette exponentielle-là, qui est un nombre strictement positif, sur n. On vient donc de démontrer que un k sur n, où k, je vous rappelle, c'est un nombre qui est indépendant de n et qui est strictement positif. En réalité, le terme général un est équivalent au terme général d'une série divergente, puisque c'est une série qui est proportionnelle à la série harmonique qui diverge. On peut appliquer le critère de comparaison d'équivalence des séries à terme positif, puisqu'on vient de prouver que un est une série à terme général positif au moins à partir d'un certain rang, mais nous on avait déjà montré que c'était positif depuis le début, donc je reprends. La série des un est une série à terme général positif, comme elle est équivalente à une série qui est notoirement divergente, la série de terme général un est divergente. Donc là on a vu qu'en poussant le développement jusqu'à un terme absolument convergent, on arrivait à avoir un développement de log jusqu'à un terme qui tend vers 0, donc un équivalent de un, ce qui permettait d'appliquer le critère d'équivalence pour les séries et de conclure que cette série-là est une série qui est a priori divergente. Donc un exercice fort complet qu'il faudra reprendre et retravailler à tête reposée, parce qu'on passe d'une notion à l'autre, et là je le redis, mais 1 milliard de fois s'il faut, regardez par pitié ce que vous manipulez, regardez ce que vous manipulez. Trop souvent, vous agissez par stimuli sans regarder exactement ce que vous manipulez. Donc ça, c'est la base des mathématiques. Hein. C'est vraiment la base. La base. On regarde les objets. On n'applique pas des recettes sans comprendre. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Pour cet exercice, on a une série dont le terme général est donné par cette expression-là, avec A et B, a priori des nombres réels quelconques. Alors ça raconte au moins une chose, c'est qu'on ne va pas maîtriser le signe de ce terme général facilement, puisqu'évidemment le signe du terme général va dépendre de ce qui se passe pour A et pour B. Alors ici, la mauvaise idée, ça serait d'essayer avec des valeurs particulières pour A, pour B. Ça ne fonctionne pas, c'est des conditions suffisantes, et là on n'en est pas du tout. Non. Ce
qui marche dans ce genre de situation, c'est d'effectuer un développement asymptotique du terme général jusqu'à un terme absolument convergent. Le truc qui marche dans tous les cas quand on ne connaît pas le signe. Je ne connais pas le signe, je pars du principe que le signe n'est pas déterminé. Si le signe est positif et que je récupère un équivalent, je pourrais appliquer le critère d'équivalence. Et si le signe n'est pas positif, dans ce cas-là, je pourrais quand même conclure avec mon développement asymptotique, puisque j'aurais découpé ma série en séries de Riemann, dont on sait si elles sont alternées ou simples, dont on sait si elles sont convergentes, absolument convergentes. Donc, on sait qu'on va gagner dans tous les cas. Donc là, dans cet exercice-là, d'office, je vais me diriger vers un développement asymptotique jusqu'à un terme absolument convergent et ou de signe constant. C'est parti. C'est les puissances. Dans une puissance, on met en facteur le terme dominant, et le terme dominant, c'est le même. Ici, ici et ici. C'est racine de n. Bon, ça part bien. Donc le terme un, lui, il va donc être égal à quoi? Il va donc être égal à racine de n, facteur de, donc déjà 1, plus a facteur de racine de 1 plus 1 sur n, plus b facteur de racine de 1 plus 2 sur n. Voilà ce qu'on récupère. Là, on voit tout de suite qu'on est face à un développement classique. On est face au développement de 1 plus u à la puissance alpha, avec alpha est égal à 1 demi. Développement classique, 1 plus alpha u plus alpha facteur de alpha moins 1 sur 2 u carré plus etc. On va voir jusqu'où on doit aller pour obtenir ce qui nous intéresse, un terme de signe constant et ou absolument convergent. Ici, comme on ne contrôle pas les signes, ça sera absolument convergent puisqu'on ne contrôle pas le signe de A et de B. Bon, alors on continue notre petite histoire. Donc là, on va récupérer racine de n, facteur donc de 1 plus... Alors, on va déjà développer le terme qui est ici. Donc, on va développer ça sous la forme de racine de 1 plus 1 sur n. Donc là, il faut remplacer u par 1 sur n. On vérifie que 1 sur n tend bien vers 0 puisque le développement ici est en 0. Ça tend bien vers 0. On va donc récupérer donc 1 plus 1 sur 2n plus le terme d'après. Le terme d'après, il est déjà en une constante sur n carré. Donc un terme dominé par n carré. Un terme dominé par n carré, ça converge. Oui, mais attention, je multiplie par racine de n. Si on multiplie par racine de n, il sera plus que dominé par 1 sur n à la puissance 3,5, qui converge aussi. Ce qui veut donc dire que là, je vais arrêter mon développement à un grand taux de 1 sur n carré. Donc là, j'écris mon développement, donc 1 plus a sur 2n, plus un grand taux de 1 sur n carré, et je vais faire le même développement ici, en remplaçant simplement 1 sur n par 2 sur n, ce que je peux faire puisque 2 sur n est un terme qui tend vers 0. On va récupérer 1 plus 2 sur n multiplié par 1 demi, donc 1 sur n, toujours plus un terme qui est dominé par 1 sur n carré. Donc là, on va récupérer donc plus b sur n, plus deux termes dominés par 1 sur n carré. Je récupère donc un terme dominé par 1 sur n carré. Très bien. Je développe l'expression pour voir à quoi j'ai affaire. Je vais déjà m'occuper des termes constants. Donc le terme constant, il va être multiplié par racine de n. Donc j'obtiens 1 plus a plus b fois racine de n. Les termes en 1 sur n, en 1 sur racine de n, pardon, je vais en récupérer en fait a sur 2 plus b. Donc je vais récupérer ici a sur 2 plus b sur racine de n, plus un terme dominé par 1 sur n racine de n, si vous préférez, un grand taux de 1 sur n à la puissance 3,5. Analysons maintenant la situation. On a un développement asymptotique jusqu'à un terme absolument convergent. Je vous ai juré mordicus que si on arrive à ce truc-là, le terme général, il est complètement connu, peu importe les valeurs de A. Là, vous avez la suite un qui est découpée en son développement asymptotique des termes les plus grossiers aux termes les plus précis. C'est la nature d'un développement asymptotique. Donc on va essayer de voir ce qu'il se passe lorsque les termes les plus grossiers vont être pris en compte dans le développement. Donc ça annonce tout de suite
une disjonction de cas. Premier cas, regardons ce qui se passe lorsque le terme grossier existe. C'est-à-dire, premier cas, que se passe-t-il quand le 1 plus A plus B est un terme qui est différent de 0? Que se passe-t-il dans ce cas-là? Dans ce cas-là, comme ce terme est différent de 0, je peux dire que UN est donc équivalent à 1 plus A plus B racine de n. Comme ce terme-là est différent de 0, ce terme-là va tendre vers plus ou moins l'infini. Donc on obtient que UN, la suite UN, diverge. Et si la suite UN diverge, eh bien la série de termes général UN, elle diverge grossièrement, puisque son terme général ne tend pas vers 0. Donc ça veut dire que dorénavant, je vais pouvoir supposer que ce terme-là est nul. Donc on rentre dans le deuxième cas. Que se passe-t-il si 1 plus A plus B est nul, mais que le terme suivant n'est pas nul? Donc on va au terme d'après. Que se passe-t-il quand ce terme est nul et que le terme suivant n'est pas nul? On va pouvoir encore une fois récupérer un équivalent. Le terme qui est là est nul, donc dans ce cas-là, comme le terme, j'ai oublié de dire, différent de 0, comme le terme qui est là est différent de 0, vous allez donc récupérer que dans cette situation, ma suite UN va donc être équivalente à une constante. Cette constante, c'est A sur 2 plus B, le tout divisé par racine de n. Donc vous avez un équivalent. Ici, le terme général de la série va être de signe constant, puisque A sur 2 plus B est un terme qui ne dépend pas de n. Donc, comme le terme est constant, on va pouvoir appliquer les critères d'équivalence sur les séries à terme positif. Puisque si ce terme est positif, j'applique le critère d'équivalence directement. Si ce terme est négatif, comme il ne dépend pas de n, je vais dire que la série de termes général moins un diverge, et c'est gagné. Donc là, on peut conclure à la divergence de la série, puisque le terme est de signe constant, et que la série de termes général 1 sur racine de n diverge. C'est une série de Riemann avec un exposant 1,5 qui est inférieur ou égal à 1. Donc on est bien sur une série de Riemann divergente. Donc dans ce cas-là, la série diverge. Elle ne diverge plus grossièrement, puisque son terme général tend vers 0, mais la série est tout de même divergente. Troisième cas, et probablement le dernier, que se passe-t-il lorsque le terme le plus grossier disparaît et le deuxième terme plus grossier disparaît? Donc qu'est-ce qui se passe-t-il quand A plus B plus 1 est égal à 0 et A sur 2 plus B est égal à 0? Qu'est-ce qui se passe quand ces deux termes sont nuls? Eh bien, dans ce cas-là, le terme général UN est dominé par la série, par le terme général d'une série convergente, puisque je sais que la série de termes général 1 sur n à la puissance 3,5 est une série de Riemann convergente. C'est une série de Riemann avec une puissance 3,5 qui est strictement plus grand que 1. Donc comme on a affaire à une série de Riemann convergente et que UN est dominée par une série de Riemann convergente, on obtient dans ce cas-là que la série de termes général UN est absolument convergente, par comparaison à une série absolument convergente. Donc on obtient que la série est convergente. Moralité. Ce raisonnement nous a permis de trouver une condition nécessaire et suffisante pour que la série converge, puisque dans les deux cas ci-dessus, la série diverge, et que dans ce cas-là, la série converge, et qu'on a bien ratissé tous les cas possibles. On en déduit donc que notre série converge si et seulement si, que je vais conclure pour la nature ici. La série de termes général UN converge si et seulement si. Si et seulement si, ces deux termes-là sont nuls. Et vous voyez que vous êtes ramené à la résolution d'un système de deux équations à deux inconnues, que je vais écrire sous cette forme-là. J'ai multiplié cette équation par 2 pour la simplifier. En remplaçant la deuxième équation par la deuxième équation moins la première, on va récupérer que B est égal à 1. Et si B est égal à 1, A sera de toute façon égal à moins 2. Donc en fait, la série de termes général UN ne converge que pour un seul couple. Le couple A est égal à 2, B est égal à A est égal à moins 2 et B est égal à 1. Il nous reste à déterminer la somme de la série dans le cas où A est égal à moins 2 et B est égal à 1.
Donc là, on regarde ce que c'est que la somme d'une série par définition. La somme d'une série, c'est la limite de la suite de ses sommes partielles. Nous allons donc calculer dans le cadre qui est le suivant, la limite de la suite des sommes partielles. Donc je calcule la somme partielle de rang n de ma série, c'est-à-dire la somme pour k variant de 0 à n des k, et je vais immédiatement essayer de voir à quel genre de somme j'ai affaire. Étant donné que là vous avez racine de k plus 2 et moins 2 racine de k plus 1, vous voyez apparaître des termes d'une même suite à des indices différents distants de 1, ça sent à plein nez un terme télescopique. Alors, il y a le facteur moins 2 là qui nous embête pour le terme télescopique. Il nous embête, mais pas du tout, au contraire, il ne nous embête pas. Puisque le terme moins 2, je vais pouvoir le partager en un morceau qui va être associé à racine de k, et un autre morceau qui va être associé à racine de k plus 1. Donc, au contraire, ce moins 2 ici est plutôt le bienvenu, puisqu'il nous permet de séparer la somme en deux sommes télescopiques. Somme qu'on va pouvoir clore. Là, j'ai deux termes d'indices consécutifs, le plus grand, le plus petit avec le plus petit, le plus grand avec le plus grand. On récupère donc racine de 0 moins racine de n premier terme. Et pour le deuxième, attention, le plus grand est là. Donc le plus grand avec le plus grand, on va récupérer racine de n plus 2, moins le plus petit avec le plus petit, moins 1. Alors on obtient encore une forme qui est indéterminée, puisqu'on obtient moins 1 plus ce terme-là. Allez, un petit coup de Galois là, en multipliant par l'expression conjuguée, va nous ramener à 1 sur racine de n plus 1 plus racine de n plus 2. C'est par ce terme-là que j'ai multiplié numérateur et dénominateur, je fais le coup de Galois. Or là maintenant, ce terme-là tendant vers l'infini, ce terme tend vers 0, la suite des sommes partielles va donc tendre vers moins 1 lorsque n tend vers l'infini. Moralité, lorsque la série converge, c'est-à-dire sous cette condition-là, vous récupérez que la somme pour n variant entre 0 et plus l'infini du n, la somme de la série, elle vaut moins 1. Donc là, on a bien déterminé les conditions nécessaires et suffisantes pour que cette série converge, et le cas échéant, on a bien été capable de calculer sa somme. On a donc bien complètement achevé l'exercice. Et là, par nature, vous avez des paramètres à gérer pour savoir à quelles conditions nécessaires et suffisantes la série converge. Étant donné que vous ne connaissez pas les signes de A et de B, c'est le développement asymptotique jusqu'à un terme absolument convergent. Le tableau.